Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce troisième épisode, ma problématique en 180 secondes. Nous avons l'avantage de présenter aujourd'hui trois étudiants. Ce sont des étudiants qui participent à l'atelier de l'accompagnement à la rédaction de mémoire et qui sont en train de préparer leur travail. Ils ont déjà depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans depuis qu'ils ont laissé l'université et ils préparent leur mémoire. Et là, ils ont déjà préparé la première partie, le premier chapitre portant sur la problématique et ils présentent la problématique de leur travail. Donc, je vous encourage à les encourager puisque c'est un travail très intéressant, très motivant, en réalité démotivant aussi. Je vais présenter d'abord le premier étudiant. Il s'agit de Gérard Marcelin. Gérard Marcelin a fait l'Université publique du Sud au CAI de 2014 à 2018. Donc, ça fait déjà 3 ans, il a laissé la cour de l'université. Et actuellement, il prépare un mémoire pour obtenir sa licence portant sur la production orale en anglais langue seconde et la formation des enseignants d'anglais langue seconde. Donc, c'est un plaisir aujourd'hui de passer la parole à Gérard Marcelin pour sa présentation, pour sa prestation. Si vous essayez de communiquer avec des élèves après leurs études classiques, ils sont rares ceux qui pourront entretenir une simple conversation en anglais entre 5 à 10 minutes. Nous pensons que cela constitue un écart probant entre ce qui prescrit dans le programme et la réalité des élèves haïtiens. Cela nous interpelle à travailler sur l'objet d'étude suivant: la formation des enseignants et la production orale. Très passionné de comprendre ce problème, notre curiosité intellectuelle nous amène à réfléchir sur le contexte de l'enseignement apprentissage de l'anglais langue seconde et la formation des enseignants en Haïti. Puisqu'Haïti n'est pas le seul pays qui enseigne l'anglais, nous commençons par jeter un coup d'œil sur le contexte de l'enseignement apprentissage de l'anglais langue seconde dans certains pays francophones et pour ensuite plonger dans celui d'Haïti. Notre travail nous amène à réfléchir sur 3 points. 1. Le mode d'enseignement apprentissage de l'anglais langue seconde en Haïti. 2. Le manque de matériel didactique et pédagogique approprié à l'enseignement apprentissage de l'anglais en Haïti. Et 3. L'horaire alloué à l'enseignement apprentissage de l'anglais en Haïti. Là, nous avons mis à nu la mauvaise situation de l'enseignement apprentissage de l'anglais langue seconde en Haïti, tout en montrant d'une part que le manque de matériel didactique et pédagogique et le maigre horaire alloué à l'enseignement apprentissage de l'anglais en Haïti influencent négativement la capacité des élèves dans la production orale. Plus loin, nous mettons l'emphase sur la formation des enseignants dans certains pays francophones, tout en analysant surtout les exigences faites à ces professeurs-là. Plus loin, notre travail se poursuit par l'analyse du mode de la formation initiale des professeurs d'anglais en Haïti ainsi que leur formation continue. Nous avons essayé de comprendre dans quelle mesure la formation initiale fournie aux professeurs d'anglais en Haïti est appropriée pour qu'en retour ils puissent fournir un enseignement approprié qui répond aux besoins réels de la langue. Il faut noter que la formation continue pour des professeurs là est quasiment absente. Pourtant, leurs professeurs ne disposent pas d'une capacité réelle de la communication orale. L'objectif de notre travail de recherche est de comprendre le rapport existant entre la faiblesse des élèves en production orale en anglais, la formation des enseignants et leur capacité à enseigner la langue correctement. Merci Salomon. Merci Salomon. On va passer à la deuxième participante.
Nous allons passer la parole à Zamor Guerline. Zamor Guerline a fait ses études universitaires à l'Université publique du Sud au CAI et elle a fait ses études de 2004 à 2008. Ça fait déjà plus d'une dizaine d'années. Elle a laissé, je dirais, la cour de l'université et maintenant, elle veut terminer avec ce travail de mémoire qui se porte sur la scolarisation universelle et l'abandon scolaire des jeunes filles en Haïti. C'est une thématique très intéressante. Nous allons passer la parole à Guerline Zamor pour son intervention. Guerline Zamor. L'éducation est de toute évidence l'un des puissants instruments pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. Dans tous les pays du monde, la fréquentation scolaire est plus élevée pour les garçons que les filles. Il faut rapporter que dans les sociétés médiévales, seulement les jeunes garçons avaient accès à l'école. Les jeunes filles restent à la maison. Il fallait attendre jusqu'au XVIIIe siècle avec Fénélon dans son traité de l'éducation des filles qui défend l'importance de l'éducation des femmes et combat toutes les mauvaises idées exprimées sur l'éducation féminine de cette époque. Et son travail a permis, jusqu'en 1882, au ministre français Jules Ferry de rendre l'éducation des filles obligatoire. Chez nous, avec le ministre de l'Instruction publique, Honoré Ferry, sous le gouvernement Philippe Guerrier, a construit une école pour les filles et la création d'autres écoles sous le gouvernement Soulouk, Nicolas Geffrard, avec l'arrivée du Concordat et j'en passe. Au niveau international, plusieurs efforts ont été consentis pour faciliter les jeunes filles de fréquenter l'établissement scolaire, tels que la conférence universelle à Jomsien et la rencontre de Dakar. En Haïti, la première tentative de scolarisation universelle n'a pas pu atteindre les objectifs fixés. La même situation s'est présentée pour la stratégie nationale d'action pour tous et le programme de scolarisation universelle gratuite obligatoire. Même si grâce à ces efforts, plusieurs enfants arrivent à fréquenter l'école, la situation de la scolarisation des filles présente encore certaines complexités. Comme l'a fait remarquer le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en 2012, seulement 68% des enfants qui restent à l'école. 32% abandonnent. Dans les 32% qui abandonnent, la majorité sont des filles qui n'arrivent pas à boucler leur cycle d'études. Les causes de cette interruption sont diverses. Pourtant, tous les enfants doivent accès à l'école et ainsi bénéficier des mêmes opportunités de se construire un avenir meilleur et de contribuer au développement du pays. Pourquoi les jeunes filles n'arrivent pas à boucler leur cycle d'études? Comment la scolarisation des jeunes filles pourrait faciliter leur rétention à l'école? Ce sont à autant d'interrogations que notre objet d'étude, la scolarisation universelle et l'abandon scolaire des jeunes filles, tentent de répondre. Nous pensons que l'interruption d'études des jeunes filles engendrait des conséquences néfastes sur leur développement social et sur le développement du pays en général. Merci. Merci, Zamor, pour ton intervention. Merci. Et là, nous allons passer la parole à notre troisième intervenant, troisième participant, troisième mémorant, je dirais, pour son intervention. Il s'agit de Jean Bonnel Pierre. Jean Bonnel Pierre qui prépare un mémoire en sciences de l'éducation aussi et qui travaille sur le mode de gestion des directeurs d'école publique et la mise en œuvre du projet pour une éducation de qualité en Haïti. Jean Bonnel Pierre a fait ses études à l'Université publique du Sud-Ouest aussi et de 2011 à 2015.
Donc, j'ai le plaisir de vous passer la parole, Pierre Jean Bonnel, pour ta problématique en 180 secondes. Jean Bonnel, Pierre. Je suis encadreur pédagogique depuis plusieurs années et mes expériences me poussent à travailler sur un objet d'étude très passionnant qui est les modes de gestion des directeurs d'école publique et la mise en œuvre du projet pour une éducation de qualité en Haïti, communément appelé PEC. Ce projet exige aux directeurs d'école un leadership administratif et pédagogique éclairé avec un conseil d'école présidé par un parent et les directeurs jouent le rôle de conseiller. Administrativement, la majorité des directeurs d'école ne restent pas à l'école pendant tout le temps recommandé et le temps passé à l'école par les directeurs ne représente que la moitié du temps recommandé. Au moment des inscriptions, les pièces exigées sont quasiment absentes. Du coup, la chiffre de l'école n'est jamais à jour et on assiste à l'inexistence d'un calendrier d'activités bien élaboré à l'établissement. L'environnement de l'école n'est pas toujours propice à l'enseignement-apprentissage. La cour est libre, il y a des salubrités et des buis, etc. Dans certaines écoles, les élèves arrivent parfois toujours en retard. De plus, l'appel nominal des élèves ne font pas régulièrement et par les professeurs. Certains élèves ne lavent pas les mains avant de prendre la nourriture. La rentrée des classes se fait à 8 h du matin en absence et parfois de certains professeurs. Au niveau du leadership, l'irrégularité ou l'absence du directeur change totalement l'atmosphère de travail. Les menus de la cantine et la rentrée de la récréation ne sont pas respectés. Les archives de l'école sont en désordre. Et les directeurs prennent seuls toutes les décisions. Les professeurs qui sont budgétisés ne viennent pas à l'école en fin de semaine quand les salaires mensuels tardent à venir. Ensuite, ceux qui viennent à l'école négligent de travailler convenablement avec les élèves. Pédagogiquement parlant, les travaux des enseignants ne sont ni accompagnés ni supervisés par manque de matériel. Le travail fourni par les enseignants est remis en question. Les devoirs et les tests d'évaluation des élèves ne sont pas corrigés à temps. Sans les ouvrages du projet, les élèves n'ont pas de matériel pour travailler à l'école. Concernant la participation de la communauté, les gens de la zone où les parents, les membres du CE ne s'impliquent pas totalement dans la vie scolaire. Mon interrogation est de savoir comment les PEC peut influencer réellement les modes de gestion des directeurs d'école bénéficiaires de ce projet. Merci, merci Jean Bonnel. Alors là, je note le temps. Merci. Alors, vous avez fait une très bonne prestation en regardant ce que vous avez présenté. Au niveau de la qualité de la réflexion, les trois présentations sont très correctes par rapport à la qualité de la réflexion. Au niveau de l'éloquence, vous êtes tous les trois très éloquents. Là, je vous félicite d'avoir, je dirais, avancé avec ce niveau de travail. Il est vrai, le temps, il n'y a pas eu de temps mort chez Jean Bonnel, alors que chez Guerline, il y a eu un petit temps mort, et chez Salomon, il y a eu une petite hésitation. Donc, alors qu'il n'y a pas eu ni d'hésitation ni de temps mort chez Jean Bonnel. Par contre, Jean Bonnel est resté 5 secondes de plus. La présentation aurait dû prendre 3 minutes, 5 secondes ou bien 180 secondes. Toi, tu as pris, Jean Bonnel, tu as pris 185 secondes, 5 secondes de plus. Gérard Salomon a pris 40 secondes de plus, donc 30 secondes de plus, ça fait, au lieu de 180, ça fait 210 secondes. Et Guerline Zamor a pris 20 secondes de plus. Au lieu de 180 minutes, Guerline Zamor a terminé dans 200 secondes. Dans 200 secondes au lieu de 180 secondes. Mais en tout cas, c'est un très bon travail. Je vous félicite.
et je vous encourage à aller de l'avant dans cette aventure qui est l'élaboration de votre mémoire, sachant que Jean Bonnel a terminé depuis 2016 et Zamor a terminé depuis 2008. Donc, entre 4 ans, 5 ans Jean Bonnel depuis que tu as terminé et Zamor depuis une douzaine d'années que tu as laissé la cour de l'université, je vous encourage à prendre le mémoire en main et à travailler pour finaliser ce travail. Félicitations Jean Bonnel, félicitations Gerline et félicitations à Gérard Salomon qui s'est malheureusement déconnecté sûrement par faute d'Internet. Donc, je vous félicite et bravo à chacun de vous. Merci.